aujourd'hui, dans le cadre de cette Assemblée générale, eh bien, nous allons recevoir sur cette scène donc une experte, une hydrologue, Charlène Descolonges, qui va nous présenter donc un état des lieux, les enjeux, le rôle et l'incidence de l'activité de l'entreprise et de l'individu, et aussi des pistes, des solutions de sobriété et de réutilisation potentielle. Donc je vous propose d'accueillir extrêmement chaleureusement Charlène Descolonges, hydrologue, donc sur cette scène. Charlène, je vous laisse nous présenter tous ces éléments et un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil, l'organisation de cette incroyable journée qui s'annonce très riche et d'avoir mis à l'honneur un élément ô combien vital et dont on parle tous les jours presque, l'eau. Donc je suis effectivement hydrologue scientifique spécialisée dans les eaux de surface, mais on va dire passionnée de l'eau douce depuis ma plus tendre enfance où je pêchais à la mouche avec mon frère. Et je pense que je dis ça pour que chacun et chacune d'entre vous puisse remémorer le lien qu'on a à l'eau douce. Et bien souvent, ce sont des liens d'enfance. Donc dans cette présentation qui est très riche, très dense, vous en avez les points résumés en synthèse sur votre chaise. Vous pourrez revenir dessus. Au-delà des aspects techniques, j'appelle aussi à votre sensibilité et les liens qu'on peut avoir avec cet élément vital. Alors, pour donner un petit aperçu du menu aujourd'hui, il s'agira de présenter effectivement les enjeux de l'eau. Alors, décrire qu'est-ce qu'on entend par ressources en eau, visibles et invisibles, les usages de l'eau, visibles et invisibles, nos impacts et les enjeux autour du changement climatique pour aller évidemment vers les pistes, les voies de solutions qui sont multiples, qui ne sont évidemment pas miraculeuses, mais ça permet de dresser un panorama sur à peu près 50 minutes. Et pour vous donner un peu mon background, j'ai donc fait un double diplôme, un master hydrologie, école d'ingénieur à l'école des mines. Donc j'ai une casquette risque naturel et prévention des risques hydriques, notamment sur la question des risques d'inondation, mais vous verrez ici, dans cette présentation, on parlera beaucoup plutôt de risques hydriques autour de la sécheresse, du manque d'eau, puisque c'est un risque qui est, selon moi, sous-évalué ou sous-anticipé dans un contexte français. Donc on va parler de ça et les solutions pour s'adapter et prévenir ces risques hydriques. Donc, avant de parler de tout ça, on va définir quelques notions. Alors là, je vais appeler à vos peut-être plus ou moins anciens souvenirs d'enfance autour du cycle de l'eau, sur ce cycle qu'on a appris à l'école, hein, qui est parfait, qui boucle les océans aux continents. Et donc, simplement rappeler, hein, en termes de ressources en eau disponibles, accessibles à l'ensemble de l'humanité, c'est moins de 1% de toute l'eau douce présente sur Terre qui est accessible, puisque l'essentiel est pris dans les glaciers, dans les pôles ou dans les nappes profondes, très profondes, à 1 km de profondeur. Ensuite, cette eau douce qui est disponible, elle est essentiellement souterraine, dans le premier kilomètre de profondeur, et ensuite dans les lacs, les sols, l'atmosphère, etc. Et donc, ces stocks d'eau douce, évidemment, ne sont pas figés. Il y a des flux qui sont spécifiques et donc des taux de renouvellement qui sont aussi spécifiques. Dans l'océan, une goutte d'eau reste en moyenne 8000 ans. Dans l'atmosphère, elle reste à environ 9 jours. Dans une rivière, elle reste quelques jours ou quelques heures. Et évidemment, le cycle de l'eau, c'est une question de stock, de flux, mais pas que. Et dans cette représentation que vous voyez là, eh bien, on oublie deux choses. La première, l'eau verte. Ça, on ne l'a pas appris à l'école. C'est l'eau qui est dans les premiers mètres du sol. Et cette eau verte, ou l'humidité des sols, en fait, permet de maintenir les précipitations continentales.
C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est les derniers apports scientifiques sur la question du cycle de l'eau. En vérité, la végétation, qui évapotranspire pour sa croissance, pour la photosynthèse aussi, eh bien, elle va remettre en circulation cette eau qui va être recyclée à l'intérieur des continents. Ce phénomène est tellement important que les scientifiques ont quantifié qu'à l'échelle mondiale, plus de la moitié des précipitations continentales proviennent de l'eau verte. Et cette eau verte, eh bien, on se l'approprie essentiellement pour l'agriculture. D'autres scientifiques, donc Johan Rockström, peut-être que vous connaissez, qui est chercheur à l'Institut de Stockholm sur la résilience, il a appelé les institutions internationales à se mettre autour de la table pour parler de cette question de l'eau verte. Elle a permis de faire émerger ce qu'on appelle les bassins atmosphériques, qui délimitent des bassins de précipitation, d'où vient la pluie. Donc chez nous plutôt de l'océan Atlantique, mais pour d'autres, en fait, l'origine de la pluie est essentiellement continentale. Les bassins d'évaporation délimitent les régions où l'eau évaporée va reprécipiter. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en déforestant l'Amazonie ou le Congo, eh bien, on impactait les pluies des régions et des pays voisins. Donc, une des conclusions est de dire que même les plus grands pays, même les plus grandes puissances économiques du monde dépendent de l'évaporation des autres régions pour maintenir leurs pluies. Et c'est ce qu'on appelle aussi les téléconnexions. Donc ces nouveaux concepts autour de l'eau verte, les bassins atmosphériques, etc., tendent à changer de regard véritablement sur la ressource en eau. On ne peut plus parler que d'eau bleue, l'eau bleue qu'on retrouve dans les rivières, dans les nappes, etc., que je vais définir après. Mais il faut aussi tenir compte de cette eau verte. Et donc, de tous les impacts que l'on a sur cette eau verte. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour atterrir maintenant sur d'autres notions autour de la ressource en eau, on va regarder les eaux de surface. Donc les hydrologues travaillent à l'échelle des bassins versants en eau de surface. On travaille sur donc ces cuvettes qui sont délimitées par les reliefs. Et le travail d'un hydrologue est de prévoir, d'anticiper l'évolution des débits par rapport à une pluie donnée. Donc en extrême humide avec les crues et en extrême sec avec les sécheresses. Donc voilà, c'est plus ou moins complexe évidemment. Juste pour donner un aperçu, en France, on a 6 grands districts hydrographiques qui sont administrés par les agences de l'eau. Et dans chaque district, il y a des sous-bassins versants. Et ça, c'est une spécificité en France. Depuis la première loi sur l'eau de 1964, on a la chance d'avoir cette gestion de l'eau décentralisée où les acteurs locaux peuvent gérer et prévoir l'évolution de la ressource en eau. Donc c'est une chance vraiment pour on va dire la gouvernance de l'eau, la démocratie de l'eau, d'avoir ce système-là. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et là, juste pour réatterrir très localement, on est évidemment sur le bassin Seine-Normandie. Donc vraiment deux contextes hydrographiques très différents entre le bassin de la Seine et les coteaux normands. Et la Seine est donc un fleuve à régime pluvial, c'est-à-dire influencé par les pluies. Et ce bassin-là a la particularité de concentrer un très grand nombre d'enjeux humains, 18 millions d'habitants, mais surtout économiques avec la plupart des industries, avec des enjeux de production énergétique aussi. Mais finalement, le bassin parisien, si on se focus sur le bassin parisien, dépend essentiellement des eaux souterraines. Donc là, on fait appel à nos cousins hydrogéologues qui travaillent sur les eaux souterraines. Et pour donner quelques notions simplement, les hydrogéologues travaillent, eux, à l'échelle de l'aquifère. L'aquifère, c'est la roche qui contient l'eau. On a des aquifères sédimentaires, des aquifères fissurés qu'on retrouve sur le Massif central ou en Bretagne, et les aquifères karstiques qu'on retrouve un peu partout. Et sur le bassin parisien, l'aquifère est de type multicouche. Il faut imaginer un millefeuille où se superposent des eaux souterraines plus ou moins profondes. Et l'Île-de-France dépend essentiellement de ce bassin-là, bassin parisien, avec des taux de prélèvement qui sont assez importants pour alimenter en eau potable. Donc c'est une eau qui est de relativement bonne qualité, mais qui est menacée aussi par d'autres pollutions. On y reviendra après. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est la complexité. C'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve en surface va se retrouver aussi en souterrain, tôt ou tard. Et donc, ça
permet de faire appel à cette notion d'hydrosystème. L'hydrosystème permet de révéler que la rivière ou le fleuve que vous voyez est en réalité connecté à son bassin versant, 2 à son espace latéral et 3 à sa connexion avec la nappe. Il faut imaginer qu'il y a une relation saisonnière entre la rivière et sa nappe, la nappe d'accompagnement. En hiver, la rivière déborde. Alors parfois, ça peut évidemment poser des problèmes, des enjeux, des risques d'inondation, mais ça permet d'alimenter la nappe. Et en été, c'est l'inverse qui se produit, c'est la nappe qui soutient le débit de la rivière. Donc cette connexion, elle est essentielle pour garder de l'eau et de l'eau fraîche dans les hydrosystèmes, dans les rivières. Et cette eau fraîche, on en aura de plus en plus besoin, vous allez comprendre après. Simplement dire ici, retenez que les hydrosystèmes et la connaissance des hydrosystèmes, c'est quelque chose de très complexe. Quand on commence à modéliser la réponse de la rivière, il faut aussi tenir compte de toutes ces connexions invisibles à l'œil nu. On va atterrir un petit peu plus spécifiquement sur la question des enjeux et sur la question de la qualité de l'eau, parce qu'on en entend beaucoup parler de la qualité de l'eau potable, etc. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'eau potable, il y a aussi la qualité des milieux. Et si on a des milieux dégradés, des milieux aquatiques dégradés, eh bien, forcément, on aura des problèmes de qualité d'eau brute et donc de besoin de traitement. Simplement rappeler que depuis la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, on a un objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau superficielles et masses d'eau souterraines. Masse d'eau superficielle, on plafonne à environ 30% des eaux superficielles en bon état. On a du mal à aller au-delà. Et ici, sur le bassin parisien, on a essentiellement des rivières qui sont en état moyen, voire médiocre ou très mauvais, pour plein de raisons. On va le voir après, pourquoi. Et si on regarde dans les eaux souterraines, cette fois, le 2/3 des masses d'eau souterraines sont en bon état, c'est-à-dire qu'un tiers ne le sont pas, et c'est essentiellement pour des causes chimiques, des pollutions aux nitrates, produits phytosanitaires notamment. Donc tout ça permet de se poser déjà une question sur la question de la ressource en eau et la disponibilité de l'eau. C'est de savoir, si l'eau se recycle à l'infini, on a compris, pourquoi est-ce qu'on a des pénuries d'eau? Alors il faut voir 3 choses sur la question de l'eau. C'est l'eau douce n'est pas répartie de manière équitable et homogène dans toutes les régions du monde, et encore moins en France. Entre le sud et le nord de la France, on n'a pas du tout les mêmes disponibilités de l'eau douce. On a aussi la répartition saisonnière entre les hautes eaux, les basses eaux, pareil, on n'a pas la même disponibilité. Et on a aussi les activités humaines qui, elles, demandent de l'eau. Et souvent, vous allez le voir, qui demandent de l'eau lorsque on a une disponibilité moindre de la ressource en eau. Ça permet de voir qu'on est complètement dépendant de cette eau douce et que l'humanité, d'une manière générale, dépend de l'eau pour produire de l'énergie, de l'économie, etc. Et ça, c'est un impensé, je dirais, de l'économie d'une manière générale, c'est de voir qu'on est totalement dépendant de l'eau verte, de l'eau bleue, et que les rejets polluants peuvent impacter cette disponibilité de l'eau. Ça, c'est un article de 2019 de Abbott et al. Qui montre que nos représentations du cycle de l'eau sont fausses. Elles omettent de représenter cette dépendance-là. Et en termes de vous donner une idée, l'appropriation humaine annuelle de l'eau est de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. C'est l'équivalent de la moitié de ce qui s'écoule des fleuves et des rivières aux mers et océans. Et tout ça, cette eau, elle est utilisée pour produire notre alimentation, nos vêtements, notre énergie, nos objets du quotidien. Et cette dépendance, si on ne la rend pas visible, en fait, on s'expose à des risques de pénurie. Et des problématiques aussi économiques, évidemment. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais ouvrir la porte des usages et des dépendances à l'eau en citant Éric Orsena, qui est un académicien français et qui nous dit quelque chose d'intéressant, qu'un fleuve est un miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'eau, à quel prix, qui en profite, et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Et en France, là je vais vraiment me focaliser dans un contexte français, on a 2 grands types de dépendance. Une dépendance énergétique et une dépendance alimentaire.
Le premier ordre est énergétique en termes de prélèvement. On a besoin d'eau pour refroidir nos centrales nucléaires, essentiellement celles qui tournent en circuit ouvert, qui se situent sur le Rhône. C'est historiquement ici qu'on a posé ces centrales, et elles prélèvent de l'eau douce, donc du fleuve du Rhône, et elles en rejettent 95% plus chaude. Ça pose d'autres problèmes, mais il y a aussi des centrales en circuit fermé qui prélèvent moins d'eau, mais qui en consomment plus, environ 30 à 40% de ce qui est prélevé via les tours aéro-réfrigérantes. C'est-à-dire que l'eau qui est consommée ne retourne pas directement dans les milieux aquatiques. Bon, ça c'est déjà une première nuance. Je vais aller un peu plus loin après sur la question des consommations, mais c'est important de faire cette distinction. Donc volume prélevé essentiellement pour les centrales nucléaires en circuit ouvert, ensuite l'eau potable, les canaux de dérivation, l'agriculture et l'industrie. L'industrie est le secteur, l'usage humain en France qui voit les prélèvements d'eau douce diminuer depuis plusieurs décennies. C'est le secteur qui a fait le plus d'efforts aussi, je dirais, en termes de consommation en eau. Mais ça, en fait, le camembert que vous voyez là ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder à l'échelle régionale ces dépendances. Vous voyez qu'entre le sud et le nord de la France, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Et ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir quel est le volume d'eau consommé, notamment en été, puisque c'est là que la ressource en eau est la moins disponible et que tombent les restrictions d'usage en temps de sécheresse. Et donc en termes de consommation, là c'est plutôt le secteur agricole qui utilise de l'eau et qui en consomme via l'irrigation, notamment les céréales et notamment le maïs, mais on a aussi les fuites des réseaux d'eau potable, les centrales nucléaires en circuit fermé et l'industrie avec les boucles en circuit fermé. Et vous voyez sur cette carte, donc la plupart des régions en France sont aujourd'hui en stress hydrique en été parce qu'on consomme plus que la capacité des hydrosystèmes à fournir de l'eau. Voilà, donc ça pose déjà un premier cadre et on peut se poser la question de comment ça pourrait évoluer au cours des prochaines décennies. Et là, je me base sur une étude de France Stratégie qui a fait plusieurs scénarios d'évolution de la demande en eau. Et on a 3 grands types de scénarios. Tendanciel, le scénario politique publique dans lequel on est actuellement, et le scénario de rupture qui est similaire à celui de l'ADEME en termes de sobriété, sobriété en termes d'agriculture et sobriété énergétique. Et on se rend compte ici que seul ce scénario de rupture permet de stabiliser la demande, voire de faire des économies. Ça veut dire qu'il faut changer le modèle agricole et probablement aussi le modèle énergétique. Je vous invite à aller voir sur cette étude, à vraiment aussi vous balader sur la carte de la France pour voir les potentiels gains en termes de diminution de la consommation. Mais je vais surtout vous parler, en tant qu'industriel, vous êtes sans doute alerte et sensibilisé sur la question d'empreinte eau. Alors c'est une notion qui est pas récente et qui est toujours très complexe, en pleine évolution. À la différence de l'empreinte carbone, il n'y a pas de limite à atteindre pour atteindre la neutralité, une neutralité hydrique. Là, l'empreinte eau, c'est un indicateur qui permet d'évaluer les consommations, les pollutions, et sur un mode d'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est la dernière approche. Mais pour vous donner une idée, un t-shirt en coton sur l'approche ancienne, celle du Water Footprint Network, c'est 2700 litres d'eau. Une autre approche va dire c'est 1200 litres. Et l'approche actuelle permet de quantifier une empreinte eau d'un t-shirt à 39 000 litres d'eau, 40 mètres cubes pour un t-shirt. Pourquoi ? Parce que selon ces approches, on ne compte pas du tout la même chose. L'approche ancienne, elle faisait la somme de l'empreinte eau bleue, eau verte, eau grise. Et l'approche multicritère actuelle, qui est normalisée, elle fait plutôt une approche multicritère avec une analyse de cycle de vie. Alors, un t-shirt, ça vous donne une idée, mais vous vous posez sans doute la question, quelle est l'empreinte eau d'un Français, une empreinte eau moyenne, quotidienne ? Alors, d'après vous, quelle est l'empreinte eau quotidienne d'un Français ? Dire un chiffre au hasard, soyez pas timide. 5 litres par jour. 5 mètres cubes ? 5000 litres ?
C'est à peu près ça. 5000 litres d'eau par jour par Français en moyenne, selon la méthode Water Footprint Network. Je vous invite à aller faire le calcul. Mais si vous faites l'approche multicritère, et donc c'est celle qui est retenue par nos gestes climat, si vous faites le calculateur d'empreinte carbone, il vous calcule automatiquement l'empreinte eau. Et selon cette méthode, vous êtes plutôt autour de 10 000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 50 baignoires. 50 baignoires tous les jours, un Français, pour produire notre alimentation, nos vêtements, nos objets du quotidien, notre énergie, etc. C'est dire à quel point on est dépendant et on est complètement aveugle par rapport à cette dépendance. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous ouvrir et éclairer ces points, ces angles morts, et montrer que rien n'est facile et que réduire son empreinte eau, ce sera une partie de la solution. Parce que vous allez voir ici que les activités humaines ont largement impacté les hydrosystèmes avant même d'avoir impacté le climat. Ici, sur cette portion de bassin versant, on a largement changé la couverture et l'usage des sols. On s'est approprié cette humidité pour produire notre alimentation. On a construit des barrages pour du stockage artificiel. On a aménagé des digues pour éviter les rivières de déborder. On a prélevé et consommé beaucoup d'eau, polluée. Et dans tout ça, le changement climatique va venir bouleverser, je dirais, l'évolution des hydrosystèmes. Pour l'illustrer très simplement, il s'agit de voir que plutôt que d'avoir des prairies bocagères, eh bien, on a tendance à les retourner, les casser pour faire des monocultures de céréales. Et tout ça va changer la trajectoire de la goutte de pluie. Plutôt que de s'infiltrer et recharger les nappes en profondeur, elle va ruisseler et éroder les terres. Ça change déjà beaucoup de choses. Les zones humides, qui sont toujours en voie de dégradation en France, ont tendance à être grignotées, alors aussi drainées par l'agriculture, mais grignotées par l'urbanisation. Le secteur aussi forestier impacte ces cycles de l'eau verte et change la trajectoire de la goutte de pluie. Sur les hydrosystèmes, on a plutôt tendance à construire encore des stockages artificiels, donc que ce soit des barrages, des retenues pour l'agriculture, pour le tourisme. Plutôt que d'avoir des hydrosystèmes complexes, on a tendance à les simplifier, les canaliser, les rectifier pour tout un tas d'usages, trafic fluvial, extraction de sédiments, production hydroélectrique. Et en plus de ça, on prélève et on consomme beaucoup d'eau jusqu'à parfois assécher certains hydrosystèmes. Là, si vous voyez, c'est sur la Loire lors de la sécheresse de 2022. Au niveau des pollutions, là vous êtes un peu plus informés sur ce type d'impact, puisque le secteur industriel a été très contraint pour réduire les flux polluants. Il faut savoir que sur la question de l'eau, et on est dans un lieu très spécifique ici, la première source de pollution est d'origine domestique. Donc on a mis en place les stations d'épuration qui fonctionnent bien, qui font leur travail, mais qui ne fonctionnent pas, qui ne réduisent pas tous les micropolluants que l'on peut émettre dans les effluents. Pas toujours en tout cas. Et puis on a des problématiques aussi parfois de capacité des hydrosystèmes à diluer ces effluents. Ça devient de plus en plus problématique avec le changement climatique. Ensuite, on a évidemment le secteur agricole qui émet beaucoup de substances, nitrates, pesticides, entre autres, les secteurs industriels et les eaux pluviales en ville qui sont rejetées directement sans traitement dans les hydrosystèmes. Tous ces polluants s'accumulent et peuvent impacter à la fois les milieux aquatiques, mais aussi la santé humaine. Et quand on parle d'environnement, parce que c'est aussi un sujet pour vous, quand on parle d'environnement, on parle aussi de santé, de One Health. En anglais, il n'y a pas forcément de traduction en français, mais de montrer que tout est interconnecté. Et tout ce qu'on va remettre dans les hydrosystèmes, à un moment donné, va revenir à nous d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir traiter davantage ces polluants à la source aussi, réduire ces polluants à la source et anticiper les impacts sanitaires sur la santé humaine. Donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet avant d'aller aborder les solutions, le plus gros défi aujourd'hui auquel on fait face, je dirais l'humanité d'une manière générale, est celui du changement climatique, puisqu'il va venir exacerber, amplifier tous les désordres que l'on voit déjà sur les hydrosystèmes, entre les extrêmes secs et les extrêmes humides. Pour 1 degré de réchauffement supplémentaire, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère.
Et donc là, quand on dit ça, on se rend compte que le cycle de l'eau et le climat sont intimement liés. Cette vapeur d'eau, elle va se répartir de manière différente dans l'espace et dans le temps. En France, ou d'une manière générale dans le pourtour méditerranéen, plus on va émettre des gaz à effet de serre, réchauffer le climat, plus on va avoir un phénomène d'aridification, c'est-à-dire une baisse des précipitations annuelles sur le pourtour méditerranéen et une augmentation des événements extrêmes avec des précipitations intenses. Ça, je le tire vraiment du dernier rapport du GIEC pour des événements pluvieux intenses de période de retour 10 ans, donc qu'on considère déjà être assez significatifs. Eh bien, aujourd'hui, sur un facteur 1, eh bien, dans un monde à plus 4 degrés, ces événements-là, pluvieux intenses, seront probablement plus fréquents, d'une intensité de plus 30%. Et sur la sécheresse décennale, sécheresse des sols, pareil, pour un climat mondial à plus 4 degrés, on multipliera par 4 l'occurrence de ces événements-là. Donc, tout simplement, ce que ça veut dire ici, c'est que ces événements extrêmes secs et humides seront amenés à être de plus en plus intenses et fréquents avec le changement climatique. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça va donner en France. Et là, je me base sur Explore 2, l'étude qui a été menée par un consortium scientifique pendant 3 ans. Et en clair, d'ici la fin du siècle, on aura une France un peu coupée en deux avec une moitié sud qui va littéralement s'assécher. En été, tous les points orange-marron que vous voyez ici, c'est une diminution drastique des débits d'étiage, les débits de basse eau. Donc, ça veut dire une moindre disponibilité de l'eau douce pour répondre à toutes nos demandes agricoles, énergétiques, industrielles, touristiques. Donc ça, c'est des évolutions qui sont déjà observées, quantifiées par les hydrologues, mais qui aura tendance à être exacerbées. Donc en résumé, très gros résumé, des sécheresses météo plus récurrentes en été, surtout dans le sud, des sécheresses des sols, des sécheresses hydrologiques, des assecs, voire phénomènes d'intermittence de certaines rivières, l'augmentation de la thermie dans les cours d'eau, recharge des nappes différentes, alors selon le nord ou le sud de la France. Et un problème aussi qu'on voit déjà sur le littoral français, c'est le phénomène d'intrusion d'eau salée où le niveau marin augmentant va venir contaminer les aquifères littoraux. Donc tout ça aura des répercussions sur le tissu économique de manière indéniable, déjà à commencer par le secteur agricole qui peut s'attendre à une baisse des rendements sur tous les pans de l'agriculture française. Mais aussi, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, on ne l'avait pas forcément anticipé, les ruptures d'alimentation en eau potable ou des restrictions récurrentes peuvent pousser certains élus à ne plus accueillir de nouveaux habitants et geler les permis de construire. C'est quelque chose qu'on voit déjà dans le sud de la France, autour de Valence notamment, où quand la ressource en eau n'est plus disponible, eh bien, on se dit on arrête de construire. Donc ça aura des répercussions sur tous les autres secteurs économiques autour de l'immobilier. Un autre risque qui n'a pas été forcément identifié, c'est le risque de retrait-gonflement d'argile en temps de sécheresse où les maisons individuelles sont fissurées par ces sécheresses des sols. La baisse de la production énergétique, notamment en été, et la baisse de production industrielle, vous êtes là, dès qu'il y a des restrictions, eh bien, on peut moins prélever d'eau. Et le trafic fluvial aussi peut être impacté par ces extrêmes secs ou ces extrêmes humides. Voilà, est-ce que ça va ? C'est pas très réjouissant, c'est vrai. Et vous êtes sans doute tous à demander, bon, voilà, maintenant que le constat est posé, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Comment agir? Comment agir véritablement à toutes les échelles? La première chose que je souhaite dire, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Il y aura un panel de solutions qui sont d'ordre différents, techniques, social, etc. Mais il n'y a pas une solution qui va résoudre absolument tous les problèmes sur la ressource en eau, d'un point de vue de la disponibilité, d'un point de vue des risques majeurs et d'un point de vue de la pollution. On voit bien que c'est systémique.
Et il y aura aussi des solutions, surtout des solutions d'ordre collectif, où on demande en fait aux collectivités, aux industriels et une partie du monde de la finance d'aider à anticiper ces risques et de s'adapter. Et pour ce qui est de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Le premier pan, il est sur la sobriété. Donc ça veut dire déjà étudier son système. De quelles ressources je dépends, mon entreprise dépend. Et pour ça, pour savoir quelle est la ressource en eau dont vous dépendez, que ce soit une nappe, un cours d'eau, etc., vous avez déjà toutes les informations sur Internet. Vous pouvez faire un diagnostic gratuit avec AquaRepère, qui est un outil développé par la Banque des Territoires. Vous avez aussi des études hydrologiques, des hydrologues comme moi qui peuvent faire des études sur votre modèle. Et on va dire, la première chose à faire, c'est de connaître vos besoins. À la fois, vous connaissez votre ressource en eau, l'évolution de cette ressource en eau avec le changement climatique, et quels sont vos besoins, qu'ils soient actuels ou futurs, projetés. Et pour ça, la meilleure chose à faire, alors des fois c'est simple dit comme ça, mais c'est pas forcément évident, de poser des compteurs d'eau et de mieux connaître votre consommation en eau, c'est un premier pas pour piloter votre demande et identifier vos potentiels gains et potentielles économies d'eau. C'est la première chose à faire, c'est bête, hein, mais c'est exactement la première étape à faire pour mettre ensuite en place un outil de supervision. Je vais vous donner l'exemple de la RATP qui a fait ça et qui s'est engagée sur une trajectoire de sobriété. Vous pouvez aussi étudier des solutions comme des solutions sèches. Alors certains vont s'engager dans des toilettes sèches ou récupération d'urine ou des systèmes de lavage à sec qui permettent de véritablement faire des économies d'eau. Sensibiliser, former vos collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi une étape vers la sobriété globale. Et optimiser l'efficacité des process. Et là, on tombe dans le répertoire aussi de la réutilisation des eaux usées, pas forcément des eaux usées, mais des eaux de process ou la récupération d'eau de pluie. Donc tout ce qui est eau non conventionnelle. Là, on est dans une période de flou réglementaire qui n'est toujours pas bien éclaircie. Mais dans le secteur industriel, on sait déjà qu'il y a des potentiels de réutilisation très forts et qu'en France, dans un contexte français, c'est assez compliqué de faire bouger les lignes vers une évolution réglementaire, mais on connaît déjà les gisements potentiels en termes de reuse sur les systèmes de refroidissement, de lavage, les autres process, la génération d'énergie, etc., etc. Donc, la reuse, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un levier, mais vous en avez aussi beaucoup d'autres avant pour mettre en place les mesures de sobriété. Si on va un petit peu plus loin, parce qu'on pense beaucoup à la ressource, mais on pense moins à la qualité des eaux rejetées. Et là, il y a aussi, pareil, pas mal de choses à faire en termes de valorisation de ces rejets. Alors, à la fois diminuer, encore plus améliorer les traitements, mais aussi valoriser certains sous-produits de ces traitements. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et puis, évidemment, il y a les systèmes de normalisation, mais d'une manière générale, je crois que vous avez une certification qui tend à prendre en compte tous ces aspects-là. Donc je vous encourage à aller encore plus loin. Et pour vous donner un exemple, celui de la RATP, donc, qui est un acteur industriel majeur en France, pas que en Île-de-France, s'est engagé à la suite de l'annonce du plan eau de 2023 sur des trajectoires de sobriété de diminuer de 10% sa consommation en eau potable. Donc la première chose qu'ils ont mis en place, c'est la mise en place des compteurs d'eau intelligents, connectés ou non, ça dépend de la qualité du réseau, mais ça a permis vraiment d'identifier à la fois les fuites, mais aussi les gains potentiels pour atteindre cet objectif de 10%. Ils ont mis en place tout ça et ils sont allés encore plus loin, je dirais, dans l'anticipation des risques hydriques en mettant en place un plan de sobriété en cas de restriction sécheresse. C'est-à-dire qu'ils savent, dès les déclenchements de seuil sécheresse, vigilance, alerte, crise, eh bien, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour faire des économies d'eau. Et donc, il y a certaines lignes, par exemple, où ils ne lavent plus certains trains,
il y a des ateliers industriels qui vont réduire certaines consommations en eau. Ils sont vraiment dans une logique de monitorer la consommation en eau et de s'aligner sur les restrictions d'usage en temps de sécheresse. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, de résilience hydrique. Ils n'attendent plus d'avoir les restrictions d'usage qui tombent de l'arrêté préfectoral pour mettre en place les actions de sobriété. Et ils s'intéressent aussi à valoriser les eaux non conventionnelles, notamment les eaux d'Exor, qui se situent donc sous nos pieds et qui permettraient, par exemple, de répondre à certains besoins comme arroser les pelouses du tram ou le lavage de certains trains. Donc ça, ils sont en attente, encore une fois, de l'évolution réglementaire, mais ils aimeraient aller encore beaucoup plus loin sur la valorisation de ces eaux d'Exor. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Pour ce qui est des eaux usées traitées, parce que ça c'est aussi une source d'eau non conventionnelle majeure. Donc on a plusieurs types, les eaux usées traitées issues de stations d'épuration publiques ou privées. Et là, je me réfère, on va dire, à tout un tas de référentiels. Il y a énormément de choses qui sont produites aujourd'hui par les acteurs industriels, notamment ceux de l'eau. Et il y a avant tout beaucoup de choses à mettre en place. C'est pas facile de mettre en place ces solutions-là. C'est une bonne idée sur le papier et ça engage en fait les acteurs d'un territoire pour se mettre autour de la table et voir par rapport aux gisements potentiels qu'est-ce qu'on peut véritablement réutiliser, notamment en temps de sécheresse. C'est pas forcément évident, surtout si ce sont des stations d'épuration en contexte continental, c'est-à-dire que les eaux usées sont rejetées dans un fleuve ou dans une rivière, parce que ces eaux-là, elles permettent de soutenir les débits des cours d'eau en été. Si vous réutilisez cette eau, vous aggravez finalement l'étiage du cours d'eau, du fleuve ou de la rivière. Donc il y a des études aussi hydrologiques à voir quel est le véritable potentiel de réutilisation de ces effluents sans aggraver les sécheresses hydrologiques. Donc ce qu'encouragent les autorités françaises, c'est d'abord de miser sur des efforts de sobriété, d'efficience hydrique, et ensuite de mettre en place un système partenarial sur le territoire, un système un peu assurantiel qui permet de garantir cette disponibilité d'eau non conventionnelle à plusieurs acteurs, industriels, touristiques, agriculteurs, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est une voie de solution qui est intéressante, surtout sur le littoral, mais qui ne pourra pas se déployer absolument partout. Aussi parce que ça coûte cher et qu'il faut pouvoir rentabiliser cet investissement. C'est moins évident. Donc je vous encourage évidemment à vous informer, à vous former. Il y a notamment l'OIO qui forme sur ces techniques-là. Il y a un autre exemple que j'aimerais aussi dont j'aimerais vous parler, c'est Arve Pur, qui est une opération collective qui a été menée sur la vallée de l'Arve. Donc la vallée de l'Arve, pour celles et ceux qui connaissent, c'est une vallée très industrielle, l'industrie du décolletage notamment, pour tout un tas d'usages. Donc l'Arve, qui est le fleuve qui prend sa source au pied du Mont Blanc et qui termine sa course dans le Rhône, après Genève, donc a eu beaucoup de problématiques de pollution sur les polluants métalliques, et ils ont mis en place cette opération collective pour aller au-delà de la réglementation et inciter les industriels à rejeter moins de polluants en mettant en place tout un tas de techniques pour éviter les pollutions chroniques et accidentelles. Et donc cette opération collective qui a permis d'engager plusieurs millions d'euros, 7 millions d'euros d'aide, a permis véritablement un changement, et on a vu les effets, les résultats sur l'Arve, où les pollutions métalliques sont devenues de moins en moins importantes. Et ça a vraiment permis d'engager un dialogue avec ces industriels et de rétablir aussi une confiance entre les acteurs publics et privés. Et ça, c'est financé par l'Agence de l'eau, mais il faut passer par un tiers, notamment là, c'était le syndicat de rivière qui portait cette démarche collective. Je vous invite à aller voir donc sur leur site internet Arve Pur pour vous donner envie d'engager une opération collective, pourquoi pas chez vous. Et dernier exemple, Pocheco, qui est un fabricant d'enveloppes dans le nord de la France.
près de Lille, et qui fabriquent des enveloppes depuis plusieurs dizaines d'années, historiquement, et se sont engagés dans un changement de modèle en conciliant les enjeux écologiques et économiques. Ils ont revu tout leur site industriel pour à la fois végétaliser massivement, créer des îlots de fraîcheur, donc toiture végétalisée, récupérer l'eau de pluie. Là, ce que vous voyez ici, c'est un récupérateur d'eau de pluie qui est utilisé dans le process, dans une citerne végétalisée. Et ils ont mis en place tout un site de biodiversité avec la LPO pour accueillir, pour être refuge de biodiversité. Et ils font même aujourd'hui cette opération était tellement exemplaire qu'ils font des visites et du conseil auprès d'acteurs industriels. Donc je vous invite à aller voir, pareil, leur site internet. Et ils ont véritablement mis en place ce que j'appelle la gestion intégrée de l'eau, qui ne se limite pas qu'à la ressource en eau à capter, mais aussi à la valorisation des eaux usées. Et là, ils l'ont fait à travers de la phytoépuration. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'exemples que je trouve assez inspirants. Ce que j'engage aussi à faire, ce que je vous engage à faire, c'est de sensibiliser largement et d'aller vers à la fois une responsabilité individuelle et collective. Et dans le livre Agir pour l'eau, j'identifie les questions à se poser chez soi. D'où vient mon eau potable? Quel est le prix de l'eau? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Comment je peux réduire mon empreinte eau? Changer les modes de vie pour ralentir cette goutte d'eau qui accélère? Et à la fin, évidemment, j'encourage tout un chacun à s'engager dans sa vie personnelle et professionnelle pour porter ces enjeux-là à une échelle plus collective, puisque c'est là vraiment qu'on voit les changements. Donc, pour terminer, je dirais qu'on a une chance en France d'avoir ce système de gouvernance avec un financement public de l'eau, où l'eau paye l'eau, historiquement. Alors là, de plus en plus, ce sera l'eau et la biodiversité payent l'eau et la biodiversité. Mais je vous encourage à vous rapprocher de ces instances-là, publiques, agences de l'eau, collectivités, qui agissent et qui souhaitent travailler main dans la main avec des acteurs économiques, puisqu'on se rend bien compte que ces efforts-là ne peuvent être que collectifs et autour du dialogue, notamment le dialogue territorial. Donc, devenez des véritables gardiens et gardiennes de vos hydrosystèmes. Engagez-vous, informez-vous. En tout cas, c'était une première introduction. Je vous invite à aller encore plus loin. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors merci beaucoup Charlène pour avoir relevé le défi de porter la sensibilisation donc, sur cette thématique de l'eau en un temps record, parce qu'on est bien conscient que le challenge était important et que ce n'était pas si simple de le relever. Donc un grand merci. Alors sachez que Charlène est extrêmement investie dans la sensibilisation et dans le partage. Et vous avez donc chacun, comme elle le disait, donc sur vos sièges, donc un petit document pour retracer des éléments essentiels. Et Charlène nous a donné aussi l'accord pour que cette conférence qui vient de vous être présentée donc, a été enregistrée et sera à la disposition de l'ensemble des adhérents du MAS Île-de-France Normandie Centre. Donc vous pourrez réécouter, partager cette conférence afin d'être vous aussi des acteurs, des relais par rapport à cette sensibilisation et ces enjeux. Donc merci beaucoup Charlène par rapport à cette présentation et on imagine que vous avez peut-être des questions ou des commentaires. Donc de nouveau, Gwenaëlle et Béatrice sont à votre disposition. La première, c'est toujours le plus difficile. On est entre nous, donc n'hésitez pas. Oser. Et il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Sur la question de l'eau, toutes les questions sont évidemment très intéressantes. Donc une question au premier rang, Marc. Oui, rebonjour. Donc merci Charlène. C'est pas la première fois pour moi que je peux bénéficier d'une telle conférence. Bien évidemment, c'est un exercice de force. Hein. Très peu de temps pour témoigner des enjeux.
Est-ce qu'il serait possible que vous reveniez un petit peu sur les perspectives, notamment de nouvelles activités telles que l'IA et les data centers? Parce que ça va mobiliser pas mal de ressources en eau, me semble-t-il. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Alors, dans les perspectives d'évolution, je vais essayer de remonter un petit peu plus haut. On a, dans cette étude France Stratégie, des perspectives d'évolution qui tiennent compte des usages existants, donc à savoir l'agriculture, l'énergie, l'industrie, c'est ici, mais pas forcément sur les autres usages de l'eau, tels que l'intelligence artificielle ou encore l'extraction minière, puisque pour assurer une partie de la souveraineté minière pour l'électrification du parc automobile, on s'apprête à rouvrir des mines, notamment la mine de lithium dans l'Allier ou la nappe d'Alsace. Et donc ces usages-là ne sont pas représentés sur ces cartes-là, sur cette étude-là. Donc ça montre aussi qu'il y a besoin que des acteurs industriels anticipent l'évolution de ces nouveaux besoins sur leur territoire, puisque ces nouveaux usages vont s'ajouter aux précédents. Et pour la question de l'intelligence artificielle, pareil, c'est alors très complexe. Il y a des serveurs qui fonctionnent avec un système de refroidissement électrique, d'autres sur des eaux, le refroidissement hydrique. Donc c'est très compliqué à monitorer et à faire des perspectives d'évolution. Néanmoins, si on se base sur l'existant, c'est-à-dire les 10 dernières années, comment la demande a évolué, on s'aperçoit que cette demande est aujourd'hui absorbable par la ressource en eau disponible, notamment en Île-de-France qui capte l'essentiel de ces besoins-là. Par contre, si on continue à augmenter cette demande en eau pour le refroidissement des data centers, là, les prélèvements peuvent devenir très significatifs. Et quand je dis significatifs, c'est environ 3 millions de mètres cubes d'eau qui seraient prélevés majoritairement en Île-de-France pour refroidir ces data centers. Mais le problème, c'est que, encore une fois, ça passe un petit peu sous les radars des autorités et on ne sait pas évaluer la demande en eau future. On sait à peine le faire à l'échelle actuelle, mais en eau future, on ne le sait pas trop. Donc, c'est pour ça que ces études-là, elles se sont concentrées sur l'existant, sur ce qu'on connaît bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir conflit d'usage par rapport à cette nouvelle demande qui va s'ajouter aux précédentes. Donc, en particulier l'Île-de-France, il y aurait potentiellement conflit d'usage avec l'eau potable, avec le secteur industriel aussi. Donc ça demande de faire des études locales et de mettre autour de la table tout le monde, tous les acteurs économiques et les usagers privés. Merci beaucoup, Charlène, pour cet éclairage et qui nous amène effectivement à pas mal réfléchir sur tous ces enjeux. Une autre question, donc tout à fait au centre. Vous parliez tout à l'heure d'eau verte. Est-ce qu'il y a des actions qui seraient potentiellement très intéressantes en France, qui pourraient être menées ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je vais sortir de mon cadre et mettre la casquette présidente d'une association aussi, de l'hydrologie régénérative qui vise à régénérer ces cycles de l'eau en tenant compte de l'eau verte. Et pour ça, on a plein de choses à faire potentiellement. Et donc, l'hydrologie régénérative, elle vise à régénérer les cycles de l'eau à l'échelle des bassins versants, à l'échelle de ces territoires. Et s'intéresse à tous les secteurs qui ont largement dégradé ces cycles de l'eau verte, en particulier l'agriculture, mais aussi le système forestier et le tissu urbain. Donc en termes de potentiel, il y a déjà passé à une autre forme de modèle agricole, un modèle qui est plus vertueux, c'est-à-dire qu'on va à la fois régénérer les sols, les trames arborées, toutes les haies qu'on a enlevées, arrachées, eh bien, on va essayer de les replanter et massivement replanter parce qu'on en arrache toujours plus qu'on en replante. Mais il y a aussi la question de la ressource en eau, la question des ruissellements
en contexte agricole. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. On peut mettre en place tout un tas d'aménagements low-tech, je pourrais dire, qui permet de ralentir les eaux de ruissellement et de les infiltrer à la parcelle. Mais pour ça, ça demande de mettre encore une fois tout le monde autour de la table et la plupart des agriculteurs qui doivent agir de manière concertée à l'échelle du bassin versant. En milieu forestier, il y a aussi pas mal de choses à faire. Et là, je vais plutôt m'attarder sur les questions urbaines, où la plupart des collectivités aujourd'hui s'engagent vers la désimperméabilisation ou la déconnexion des réseaux eaux pluviales et eaux usées et végétalisation des parkings, des cours d'école, etc. Ça permet à la fois d'agir sur les îlots de fraîcheur, donc adaptation au changement climatique, mais en même temps d'infiltrer à la parcelle là où c'est possible, là où c'est pertinent. Donc, pour la question de l'eau verte, répondre très simplement, on a plusieurs leviers, forestiers, agricoles, urbains. Et en ce qui me concerne, sur les milieux rivières, il y a aussi beaucoup de potentialités. Et la première chose, c'est de rétablir l'espace de bon fonctionnement des rivières, pour qu'elles puissent retrouver l'espace inondable et permettre à l'eau de circuler librement. Il faut parfois abaisser certaines digues, les araser complètement, engager un dialogue avec les agriculteurs pour permettre à l'eau de s'infiltrer et de ralentir dans les nappes, dans les zones humides et dans tout l'écosystème. Et ça demande encore une fois un dialogue avec les agriculteurs. En fait, pour dire très simplement, l'agriculture va devoir faire avec ces extrêmes hydriques. Laisser l'eau arriver quand elle doit arriver en hiver et pour la garder le plus longtemps possible et être résilient face aux sécheresses. Donc ça demande aussi un système économique qui va permettre d'avantager ou d'inciter certains agriculteurs à aller vers ce modèle-là. Et pour citer un exemple, parce que ça paraît assez, dit comme ça, assez facile à mettre en place, Eau de Paris travaille avec des agriculteurs pour maintenir les producteurs bio au droit des captages d'eau potable. Ça permet d'éviter de traiter les polluants en aval, de garantir un revenu aux agriculteurs et en même temps de relocaliser une partie de la production puisqu'ils utilisent cette production alimentaire pour la restauration collective. La plupart des collectivités en France qui sont revenus à un mode régie publique, mettent en place ce type de contrat et c'est du gagnant-gagnant en fait pour la collectivité et pour l'agriculteur. Merci beaucoup. Une question. Alors, ça y est, les questions sont parties. Donc, alors j'avais vu en premier une question tout à fait sur le dernier rang. Après, je reviens, Émeric, vers toi. Bonjour. Je voudrais revenir sur un point de votre livre à la fin. Vous avez présenté pour aller plus loin un livre. Vous aviez une phrase où c'était marqué on saura bientôt faire pleuvoir. J'ai vu certains pays qui se lançaient dans des techniques de tir dans l'air pour pouvoir créer des conditions de pluie. Est-ce que c'est une bonne idée, fausse bonne idée? Et est-ce que l'Europe et la France se lancent dans ce type d'initiative? Oui, merci. C'est une solution de géo-ingénierie. Donc, un peu comme la maîtrise du climat, on se met aussi à maîtriser les nuages, donc en pulvérisant des particules d'iodure d'argent pour favoriser, accélérer le processus de condensation et précipitation. Ça, c'est une technique qui a été initiée aux États-Unis, mais surtout développée par la Chine, qui mise énormément sur cette technologie et aujourd'hui la littérature scientifique ne permet pas de statuer sur l'efficacité de cette technologie. C'est-à-dire qu'on retrouve autant des papiers qui disent que ça fonctionne que des papiers qui disent que ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la France et l'Europe ne s'engagent pas là-dedans. Mais le problème, il est surtout géopolitique. Aujourd'hui, la Chine qui met beaucoup d'argent pour cette technologie se voit accusée par l'Inde de voler ses pluies. Donc c'est à la fois un problème économique, mais surtout géopolitique, parce qu'en vérité, évidemment, on perturbe le processus de précipitation. Donc non, je ne souhaite pas qu'on aille vers ça. Et l'impact de l'iodure d'argent, alors il faut savoir aussi, pas évalué du tout, sur à la fois la santé humaine, les milieux aquatiques. En France, en fait, on utilise, alors je ne sais pas si c'est l'iodure d'argent, mais on utilise ce processus-là pour prévenir les grêlons dans le secteur viticole.
Donc il y a des lâchers qui se font en France régulièrement, mais on n'a pas évalué l'impact sanitaire de ces particules-là. Merci beaucoup. Émeric, on a une question. Les micros, s'il vous Oui. plaît. Sinon, j'ai une question. Alors, allez-y, Merci, madame. Et merci après, pour cette Émeric. conférence. Une question par rapport à l'actualité, les médias qui nous parlent fréquemment de méga-bassines. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur le sujet? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci. Merci beaucoup. Bah voilà, je vais remettre la petite diapo. Alors, là, comme je le montrais ici, dès qu'on stocke de l'eau, on perturbe l'évolution hydrologique en aval. Donc, c'est de l'eau qui ne va pas en aval. Dès qu'on stocke de l'eau, on la soumet à évaporation aussi. Donc, les barrages sont aussi une solution pour la souveraineté énergétique et l'irrigation agricole, mais c'est aussi un consommateur d'eau, puisque l'eau évaporée ne revient pas directement dans l'hydrosystème. Et les méga-bassines, la principale critique que je peux faire sur ce modèle-là, c'est de ne pas permettre le changement de modèle. Il faut voir ces méga-bassines comme une solution coûteuse qui nécessite un retour sur investissement et donc qui soutient un modèle qui soutient un modèle avec des cultures à forte valeur ajoutée et donc aliéné à des solutions chimiques qui sont problématiques, puisque si on perturbe un peu moins, on va dire, l'hydrosystème en termes de quantité, on ne résout pas le problème de qualité en aval, avec l'émission notamment de nitrates et de produits phytosanitaires. Donc ça, c'est la principale critique. Et donc voilà, d'une manière générale, sur le papier, c'est intéressant parce que ça permet de réduire la quantité d'eau prélevée à un moment où on n'en a pas, il n'y a pas d'eau. Mais en vérité, on n'est pas dans une trajectoire de sobriété, puisqu'on va juste décaler le prélèvement dans le temps, on ne va pas le réduire, et voire même on peut être incité à faire un deuxième prélèvement et au final, au global, augmenter le volume d'eau prélevée à l'année. Donc ça, c'est vraiment pas un modèle, je dirais, viable à moyen terme. Ça peut aider sur le court terme, mais c'est pas le moyen le plus intéressant. Ce qui permettrait véritablement aux agriculteurs d'être plus résilients en matière de ressources en eau, c'est de retravailler sur la parcelle et la gestion de l'eau à la parcelle, ce qui tombe sur la parcelle, et permettre à cette eau de pluie de rester le plus longtemps possible. Mais ça demande de changer l'itinéraire technique et aussi potentiellement des productions agricoles, puisqu'évidemment ces systèmes-là sont dédiés à des productions de céréales dédiées à l'export ou à l'alimentation animale. Donc ça demande beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis c'est très systémique. Si on veut permettre un changement de modèle agricole, il faut aussi que la demande change et qu'on ait un modèle plus vertueux et agroécologique. Très bien, merci. Et nous allons peut-être être sur la dernière question. Émeric. Merci pour votre exposé. Donc, au CIAP, je crois qu'on est assez en phase avec les propos que vous avez tenus, et notamment, je suis assez satisfait de vous avoir entendu assortir de réserve les principes notamment de réutilisation d'eau et d'eau non conventionnelle. Notamment, pour citer deux exemples, vous avez dans votre diapo illustré le littoral, et nos collègues de Vendéo, par exemple, qui a pas mal communiqué il y a peu sur des principes de réutilisation, sont différents, enfin leurs enjeux sont différents de ceux qu'on peut avoir dans le bassin parisien. Et si les chiffres que j'ai en tête sont justes, l'alimentation, enfin l'origine des eaux potables potabilisées en Île-de-France sont à peu près de l'ordre de 50% externes au bassin parisien. Donc la remise à la rivière au milieu de l'eau une fois dépolluée est absolument essentielle. Effectivement, je pense que vous avez dit qu'il n'y a pas de réponse unique. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas de réponse universelle et qu'il faut que les réponses effectivement tiennent compte des réalités locales. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais aussi appuyer sur votre propos, c'est que vous avez invité à se mettre tous autour de la table. Et effectivement, il y a des répercussions, je dirais, entre des évolutions de pratiques
qui peuvent avoir d'autres impacts, et notamment par exemple pour ce qui est du transport. Enfin, j'ai souvent l'habitude de dire que l'eau potable, enfin l'eau d'utilisation est un moyen de transport d'une pollution de son lieu d'émission jusqu'à des usines d'épuration avant de les rejeter. La réduction d'eau, qui est plutôt vertueuse, de la consommation d'eau, a une incidence notamment sur le fonctionnement des systèmes d'assainissement, des réseaux, qui ont été dimensionnés, conçus à une époque avec des principes de gravité, de curage, d'autocurage, etc. Donc les limitations d'eau peuvent avoir aussi d'autres répercussions. Donc effectivement, la réflexion collective est, à mon sens, complètement essentielle. Merci beaucoup pour cette remarque. Parfait. Je pense que nous allons arrêter là par rapport à cet échange. Donc maintenant, sachez tous que Charlène nous fait le plaisir de rester avec nous pendant ce temps du déjeuner et donc sera à votre disposition, bien sûr, pour poursuivre les échanges. Je pense que nous pouvons de nouveau applaudir Charlène pour cette présentation.